Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ayant été adoptée, Heather Robinson ne connaissait pas ses parents biologiques. Elle ne connaissait que de vagues détails sur la mort de sa mère à l'adolescence. Cependant, derrière cette histoire incomplète, un sombre secret se cachait et, lorsqu'il fut finalement révélé, il brisa la vie des Robinson pour toujours. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Heather Robinson n'avait que 15 ans lorsqu'elle découvrit la véritable nature de son existence. Cependant, pour comprendre la sordide série d'événements qui l'avait conduite à cette situation inhabituelle, elle dut remonter jusqu'en 1984. À cette époque, un jeune couple du nom de Lisa et Carl Stassi était amoureux. Ils se marièrent et Lisa donna rapidement naissance à une belle petite fille. Mais les choses se détériorèrent rapidement. En moins d'un an, de fréquentes disputes et un mécontentement général assaillirent les deux amants, les conduisant au divorce. Carl retourna à l'armée et Lisa emmena la petite Tiffany avec elle à Hope House, un refuge pour femmes. Pendant son séjour au refuge, elle rencontra un homme du nom de John Osborne. Il s'intéressa à elle et à son enfant en bas âge. Soudain, les choses semblaient aller mieux pour la jeune mère. John les installa dans une chambre d'hôtel et paya même la totalité de la note. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il était déterminé à aider encore plus. Et c'est donc exactement ce qu'il fit. Il commença à faire de grandes promesses à Lisa, lui offrant non seulement un logement, mais même un emploi, avec une garderie pour Tiffany. Il payait pour tout cela. Mais certains proches de Lisa se méfiaient des motivations de cet étrange ange gardien. Sa belle-sœur en faisait partie. Elle pensait que John devait avoir des intentions inavouées. Des professionnels de la santé s'intéressaient également à lui, soupçonnant qu'il était peut-être impliqué dans un sinistre projet. Le personnel du Truman Medical Center fut alerté lorsque John demanda à être mis en relation avec de jeunes mères blanches. Il prétendait être affilié à l'église, mais il le soupçonnait d'être un courtier en bébés à la recherche de nourrissons à vendre. Le fait qu'il ne s'intéressait qu'à la recherche de bébés blancs, une caractéristique commune à ce genre de stratagème, était encore plus inquiétant. Lisa n'avait aucune idée qu'au moment même où elle se rapprochait de cet homme, les experts l'accusaient du crime grave. Le 8 janvier 1985, Lisa se rendit chez sa belle-sœur Cathy. Le lendemain, John arriva et la ramena à l'hôtel avec Tiffany. C'est la dernière fois que la mère de 19 ans fut vue, mais on entendit encore parler d'elle. Quelques heures après avoir quitté la maison de Cathy, Lisa appela sa belle-mère Betty en larmes. En sanglotant, elle lui dit qu'elle était inquiète, qu'elle n'avait plus envie que Betty soit la tutrice de Tiffany, comme prévu, et qu'elle essaierait d'obtenir sa garde. Betty essaya de la rassurer, mais ce que Lisa dit ensuite était encore plus alarmant. Elle informa Betty que John lui avait dit de signer des documents vierges. Puis, l'air allaitant, Lisa s'écria « Les voilà maintenant !» et la ligne se coupa. Et c'est dès lors qu'elle disparut. Peu après sa disparition, cependant, les membres de la famille commencèrent à recevoir des lettres étranges de Lisa, prétendant qu'elle s'était enfuie pour commencer une nouvelle vie. Il y avait quelque chose d'incroyablement bizarre. Ses proches remarquèrent que les lettres étaient tapées à la machine et non écrites à la main. C'était suspect, car Lisa n'était pas assez bonne dactylographe pour pouvoir les écrire elle-même. Puis, un des proches de Lisa découvrit quelque chose d'encore plus inquiétant. La chambre d'hôtel dans laquelle Lisa séjournait avait en effet été payée par un certain John, mais le nom de famille du bienfaiteur était Robinson et non Osborne, comme il l'avait laissé croire à tout le monde. Les semaines s'écoulaient, et personne n'avait de nouvelles de Lisa. Puis finalement, 2 mois après sa disparition, John parla à la police. Il leur dit que Lisa était bien vivante, et qu'elle avait trouvé un emploi de babysitter dans un endroit non déclaré. La famille de Lisa souhaitait ardemment savoir ce qui lui était arrivé, mais ils ne purent tourner la page avant que l'affaire ne soit résolue des années plus tard. En 2000, John fut reconnu coupable d'agression sexuelle et de vol de jouets sexuels. Cela était suffisant pour permettre aux forces de l'ordre de fouiller la maison de John. Ce qu'ils découvrirent était un spectacle impie, tout droit sorti d'un film d'horreur. Les restes de 2 femmes étaient cachés dans la résidence. Ensuite, ils inspectèrent le débarras de la maison. À leur grand choc et à leur honneur, la police trouva les corps de 3 autres femmes que John avait assassinées. Cependant, il n'y avait toujours aucun signe de Lisa Stassi. Malheureusement, bien qu'elle avait été présumée morte, sa famille ne put obtenir de réponse solide sur ce qui lui était vraiment arrivé. Ils finiront cependant par découvrir ce qu'il était advenu de sa fille Tiffany.
car la nouvelle identité de Tiffany était désormais Heather Robinson. Après avoir vraisemblablement tué sa mère, John donna l'enfant à son frère et à sa femme, qui cherchaient à adopter un bébé. Les deux n'avaient aucune idée que l'adoption n'était pas complètement légale, bien que c'était évidemment déchirant de découvrir que sa famille n'était pas du tout ce qu'elle pensait être. La connaissance du sort cruel qui était arrivé à sa mère biologique remplit également Heather Tiffany d'un sentiment d'injustice. Elle savait qu'elle devait honorer la mémoire de sa défunte mère. C'est pourquoi elle fonda The Lisa Stacy Effect, un groupe qui se consacrait à aider les personnes qui avaient survécu à un traumatisme ou à un crime violent ou qui ont simplement le sentiment de ne pas être à leur place. Elle voulait réparer les nombreux torts commis dans le droit de la famille depuis des générations. Elle savait qu'il y avait des victimes comme elle qui n'avaient jamais obtenu justice. Dans ses recherches, Tiffany découvra le cas de Georgia Tann, née en juillet 1891 dans la campagne du Mississippi. Enfant, elle se montrait déjà très ambitieuse, car elle souhaitait étudier le droit. Son père était avocat et elle voulait suivre ses traces. Et avec l'aide de son père, elle finit par réussir l'examen du barreau. Cependant, son père refusa de lui permettre de travailler réellement, car ce poste était traditionnellement réservé aux hommes. Célibataire, elle ne pouvait pas être une femme au foyer comme la plupart des femmes de l'époque. Elle se lança donc dans le travail social et commença à la Mississippi Children's Home Society. Puis s'installa au Tennessee pour diriger la Tennessee Children's Home Society. C'est là que sa carrière non conventionnelle prit son envol. Peu après qu'elle ait commencé à travailler, une femme nommée Alma Sipple donna naissance à sa fille Irma en août 1945. Son petit ami travaillait à l'étranger. Elle était donc une mère seule, vivant dans un appartement de Memphis, Tennessee. Un jour, elle reçut la visite de Georgia Tann. L'assistante sociale constata que la petite Irma avait un rhume et proposa de l'emmener à l'hôpital, en lui promettant de ramener le bébé à la maison en toute sécurité le lendemain. Comme Alma n'avait pas les moyens de soigner elle-même son bébé, elle accepta. Mais Georgia ne ramena pas Irma le lendemain. Quand Alma essaya de la joindre, on lui dit qu'Irma appartenait au Tennessee Children's Home. Le lendemain, elle apprit que son bébé était mort d'une pneumonie. Irma, cependant, était bien vivante. Sauf que maintenant, elle s'appelait Sandra et elle appartenait à une autre famille du Cincinnati. Alma était impuissante face à Georgia Tann, qui, avec son regard influent, venait lui voler son bébé. Alma décrivait Tann en ces termes. Une femme à l'air sévère, aux cheveux gris et courts, aux lunettes rondes sans fil et à l'air autoritaire. Cette allure stricte l'aidait en réalité à devenir l'un des trafiquants d'enfants les plus prolifiques de l'histoire. Sa motivation était le profit. Ses victimes étaient des familles pauvres, en situation de vulnérabilité. Soit elle persuadait les parents qu'elle faisait quelque chose de bien pour l'enfant, soit elle les volait carrément. Souvent, elle disait aux mères que leur bébé était mort-né. Tann engagea un réseau d'observateurs pour localiser les enfants. Elle sillonnait les églises et les garderies pour trouver d'éventuelles victimes. Souvent, elle volait les bébés nés de mères souffrant de maladies mentales. Pour ajouter à ces crimes, les enfants dont elle s'occupait étaient souvent affamés et négligés, tombant comme des mouches. Tann aurait molesté certains des enfants qu'elle avait enlevés et vendu régulièrement des adolescents et des préadolescents à des hommes célibataires à des fins horribles. Georgia avait réussi à voler et à vendre plus de 5000 enfants au cours de sa vie. On estime qu'elle avait gagné près d'1 million de dollars au cours de ces années. Elle voyait les enfants comme une marchandise, alors elle les vendait aux plus offrants. Elle réservait les produits les plus sains et les plus attrayants à certaines célébrités qui faisaient partie de sa clientèle. Joan Crawford, Lana Turner et Mary Pickford, ainsi que le gouverneur de New York, lui avaient acheté des enfants. Elle s'en tirait avec une opération de si grande envergure sous le couvert du Tennessee Children's Home, où elle avait beaucoup de pouvoir. Elle utilisait son expérience de la loi pour contourner le système, afin d'obtenir ce qu'elle voulait. Pire encore, elle utilisait ses relations politiques, souvent forgées par la corruption, pour priver complètement de leurs droits les parents des enfants qu'elle volait. Des affaires comme celle d'Alma Sipple n'avaient jamais été portées devant les tribunaux. Ce n'est qu'en 1989, alors qu'Alma regardait Unsolved Mysteries et qu'elle vit un reportage sur Tann, qu'elle sut que sa fille lui avait bien été enlevée. Elle rechercha sa fille sans relâche et put la retrouver enfin après des années d'absence. Elle fut l'une des rares victimes chanceuses. Il semble inconcevable que Georgia Tann ait échappé aux autorités pendant plus de 20 ans, mais elle l'avait fait. En fait, son travail était même salué par des personnes aussi haut placées qu'Eleanor Roosevelt. Elle assista même à l'investiture du président Truman, alors qu'en réalité, dans une manœuvre tordue et inversée de Robin des Bois, Tann volait des bébés aux pauvres et les donnait ou les vendait aux riches. Elle plaça même des annonces dans les journaux pour annoncer la vente d'enfants comme des jouets ou des voitures.
Des publicités avec des légendes comme « Vous voulez un réel cadeau vivant de Noël ?» avaient permis à des parents potentiels de la contacter pour adopter un enfant. Bien sûr, personne ne savait que ces enfants avaient été volés. L'ampleur de ces crimes était inimaginable. En 1950, le gouverneur du Tennessee commença à se pencher sur le travail de Tan. Il ne fallut pas longtemps aux enquêteurs pour comprendre ce qui se passait réellement, derrière la façade du Tennessee Children's Home. Mais, avant que Georgia Tan ne puisse être condamnée pour un seul de ses crimes, elle mourut d'un cancer de l'utérus. Ses victimes ne reçurent aucune réparation, et la plupart d'entre elles ne furent jamais rendues à leurs parents biologiques. Le Tennessee Children's Home fut fermé, et les victimes n'obtinrent jamais justice. Mais les petits qui étaient morts sous les maltraitances de cette femme reçurent au moins quelque chose. Le cimetière dans lequel ils avaient été enterrés a maintenant un monument qui leur est dédié, sur lequel on peut lire « En mémoire des 19 enfants qui reposent enfin ici sans être nommés, sinon inconnus, et de toutes les centaines qui sont morts sous la main froide et impitoyable de la Tennessee Children's Home Society. » La dure leçon de leur sort a changé la procédure et le droit de l'adoption dans tout le pays. Il aura fallu de tels drames inhumains pour que les gens d'aujourd'hui fassent preuve de beaucoup plus de diligence pour adopter un enfant. Heureusement, si la justice humaine est quelquefois contournable, celle divine est implaçable face aux auteurs de telles horreurs comme nous le démontre la sombre fin de Georgia Tan. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.